Regard croisé sur l'actualité. Revivez les moments forts de l'actualité de la semaine, analysés et commentés par deux invités. Actualité politique, actualité socio-économique, des faits de société passés au scanner par nos invités de la semaine. Regard croisé sur l'actualité, c'est la rétrospective des faits marquants de l'actualité, décryptés et décortiqués par deux regards, deux visions. Regard croisé sur l'actualité, c'est tous les samedis après le journal de 9h. Rediffusion le même samedi à 19h et le dimanche après le journal de 8h. Regard croisé sur l'actualité, conception et présentation, Ousmane Kanté. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce premier numéro de votre nouvelle émission hebdomadaire intitulée Regard croisé sur l'actualité. Regard croisé sur l'actualité, c'est la rétrospective de l'actualité de la semaine, analysée, commentée et décortiquée par deux invités. Et pour cette première, nous recevons deux habitués de Radio de la Paix. Il s'agit de Geoffroy Julien Kwao, juriste et analyste politique. Et à ses côtés, Dr Séverin Kwame. Il est enseignant-chercheur au département d'anthropologie et de sociologie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Messieurs, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors cette semaine, l'actualité a été très riche et nous évoquerons ensemble le retour en Côte d'Ivoire de l'ex-président Laurent Gbagbo, l'attaque terroriste à l'engin explosif perpétrée à Téhini dans le nord de la Côte d'Ivoire, le procès de Guillaume Soro et de ses proches, l'arrestation du directeur général de l'AGF, l'Agence de gestion foncière, ainsi que les dysfonctionnements observés dans les épreuves du BEPC 2021. Actualité très dense comme je vous l'annonçais et sans plus tarder, intéressons-nous au retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo. La date du 17 juin avait été cochée par ses partisans et l'ancien président de la République a retrouvé sa terre natale. Après 10 ans d'absence pour des raisons judiciaires à la Cour pénale internationale en lien avec la crise post-électorale de 2010, Laurent Gbagbo a été accueilli par des milliers de partisans, aussi bien à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny qu'à son QG de campagne lors de la présidentielle de 2010 à Atoban. Après les civilités d'usage, Laurent Gbagbo s'est adressé à ses militants. Je vous propose de l'écouter. Je suis heureux de retrouver la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Moi, je suis de Côte d'Ivoire, mais j'ai appris en prison que je suis d'Afrique. Toute l'Afrique m'a soutenu, aussi bien les peuples que la plupart des chefs d'État. Les chefs d'État, ils m'ont aidé à tenir. Et je suis arrivé ici, les larmes aux yeux, parce que quand ma mère est décédée, je n'ai pas été là pour l'honorer une dernière fois, alors que c'est elle qui m'a fait. Et ça me fait beaucoup de peine. Mais j'ai demandé à un ami, à un frère, Sangaré Aboudraman. J'ai dit Sangaré organise les obsèques de ma mère. Et Sangaré a organisé les obsèques à Blouson, où elle a été enterrée. Mais le même Sangaré, il n'a même pas attendu que je vienne lui dire merci. Sangaré est décédé. Donc lui aussi me fait beaucoup de peine. Donc je suis venu, je demanderai au secrétaire général de me donner quelques jours pour pleurer mes morts. Et à la prochaine fois, nous allons travailler. Je suis votre soldat, je suis mobilisé. J'étais là-bas et il y en a qui disaient que le FPI n'a pas eu beaucoup de députés. Mais il faut faire des comparaisons. Depuis que nous allons aux élections législatives sans être au pouvoir, c'est le plus grand nombre de députés que nous avons là. Messieurs les députés, chers camarades, je vous félicite. Ici, pour les législatives, le peuple est légitimiste. Il vote pour le président de la République. Laurent Gbagbo, donc de retour en Côte d'Ivoire, 10 ans après être parti dans les conditions que l'on sait et après un long procès à la Cour pénale internationale. Alors messieurs, que représente ce retour pour vous, retour que ses partisans annoncent comme celui de la réconciliation? Geoffroy Julien Kwao. Oui, en principe, le retour de M. Laurent Gbagbo devrait être saisi par la classe politique comme une dynamique de renforcement du dialogue politique et aussi de consolidation de la démocratie. Mais ce qui nous a été donné de voir à son arrivée, avec le cafouillage qui a entouré cette arrivée, une organisation presque approximative, nous laisse un peu dubitatifs, sceptiques
quant au rôle que pourrait réellement jouer en termes de symbole l'arrivée de M. Laurent Gbagbo. Docteur Séverin Kwame, pour vous ce retour, qu'est-ce qu'il représente ? Bien, je pense qu'il faut regarder ce retour à au moins 3 niveaux. Au niveau personnel pour l'individu lui-même, Laurent Gbagbo, au niveau de son parti et au niveau de la nation ivoirienne. Au niveau personnel, je me souviens que dans l'une de ses interventions il y a quelques années, il disait que sa vie est émaillée d'un cycle de 10 ans, où chaque 10 ans, il est affecté dans sa chair par un événement assez particulier. Il y a eu 2011, aujourd'hui 2021, il retourne en Côte d'Ivoire. J'ai été particulièrement frappé par l'image de sa sortie de l'avion. Cette sortie, tenue par M. Kouyotea, tenue par son gendre, M. Kipré, Stéphane, oui. me rappelait sa sortie du palais présidentiel. Une personne fatiguée, qui a subi beaucoup de choses, qui avait la démarche chancelante. Ça a été la même image pour moi. Et de mon point de vue, c'est un peu comme une réédition de l'histoire. Une réédition de l'histoire parce que M. Gbagbo a quand même souffert dans sa chair. D'une fois qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut reconnaître qu'une bonne partie de sa vie a été faite de coups reçus. Là où je pense justement qu'il y a une symbolique forte, c'est que dès que le monsieur s'est retrouvé dans son élément, lorsqu'il a eu le micro et qu'il a commencé à s'exprimer, l'image de la personne épuisée et autres a complètement changé. Et ça a été la même chose lorsque, après le 11 avril, il s'est retrouvé au niveau de l'AR, sa première prestation. Ça a été la même chose. On a retrouvé un monsieur combatif, un monsieur qui avait la niaque. Et donc là-dessus, pour moi, c'est symbolique. Je pense qu'il est dans le cycle de sa vie. Il est à ce niveau personnel-là, à une autre étape de son existence. Au niveau de son parti, je pense que le temps de la clarification est arrivé. Pendant longtemps, son éloignement a été l'objet de supputations. Son parti s'est déchiré en différentes composantes. Et au niveau de la nation, c'est vrai que je ne crois pas en la rhétorique de la réconciliation telle qu'elle est formulée aujourd'hui. Mais j'ai le sentiment qu'on peut avoir l'opportunité et la chance de faire un dialogue au sommet qui peut ouvrir la voie à quelque chose de moins tragique pour notre pays. Alors, on a entendu dans l'extrait sonore Laurent Gbagbo dire à ses partisans qu'il est leur soldat. Est-ce à dire que Laurent Gbagbo vient pour descendre dans l'arène politique ? Oui, c'est clair. Vous savez qu'en politique, les actes traduisent les ambitions. Regardez d'abord sa chemise, son pantalon. La couleur, c'est le bleu. Le bleu, c'est la couleur du FPI. 1. De 2, après l'aéroport, il va directement à son quartier général de campagne de 2010. C'est là aussi symbolique. C'est pour dire que je viens reprendre le combat là où je l'ai laissé. Et ensuite, dans sa rhétorique discursive, il a très bien montré, d'abord en disant qu'il est un soldat, ensuite en montrant qu'il est à la disposition du parti, et surtout en parlant des élections législatives où il a relativisé l'échec du Front populaire ivoirien. C'est clair, c'est visible, c'est lisible. Monsieur Laurent Gbagbo est venu pour la bataille politique et je ne serais pas surpris qu'il soit, selon toute vraisemblance, le candidat du FPI pour l'élection présidentielle de 2025. Docteur Séverin Kwame ? Oui, c'est clair que pour qui observe l'homme, on ne voit pas Laurent Gbagbo rentrer à Mama et cultiver son petit jardin. Ça ne lui ressemble pas. C'est une bête politique qui ne vit, qui ne respire que par la politique et qui ne sait faire que cela. Et donc, d'une certaine façon, je pense qu'il va rentrer dans l'arène. On ne peut pas être dans la divination pour établir qu'il sera le candidat certainement du parti. Mais il a laissé des pistes. Son évocation, on ne l'a pas vu dans l'extrait sonore, mais son évocation, par exemple, du professeur Akengbo, ce sont des signes tangibles de ce que, certainement, au sein de ce parti, l'idée de l'émergence d'une alternative aux figures classiques qui ont toujours été connues et qui ont fait le parti, reste quand même une possibilité. Il y a tous ces jeunes cadres, des gens comme le ministre Katina, des gens comme le ministre Awadomelo, qui sont dans l'antichambre et qui, justement, je pense, auront aussi leur mot à dire. Il en est de même pour Madame Simone Gbagbo. Donc je pense que là-dessus, le jeu politique va s'animer d'une certaine façon. Et je suis bien curieux de voir l'inflexion que tout ça va prendre avec son retour.
Justement, évoquons les défis qui vont se présenter à lui. Il y a l'unité de son parti avec ses deux tendances que l'on sait, l'une animée par Pascal Affi-N'Guessan et l'autre par Dr Assou Adou. Il y a aussi la question de l'alliance politique avec le PDCI. Et puis, troisièmement, on se demande comment est-ce que Laurent Gbagbo va reprendre langue avec le pouvoir en place, avec notamment le chef de l'État Alassane Ouattara, dont on dit qu'il n'a jamais eu de contact direct depuis plus de 10 ans. Oui, vous posez là trois questions. C'est ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, en politique, les actes traduisent les ambitions. Si vous avez bien remarqué, au quartier général de campagne de M. Laurent Gbagbo, il y avait deux absences remarquées. Celle de M. Pascal Affi-N'Guessan. Mais qui était tout de même à l'aéroport. Oui, oui, mais au quartier général. Et celle de Mme Simone Gbagbo. Et donc, au bicéphalisme succédera certainement un tricéphalisme. C'est-à-dire qu'on aura d'un côté ce qu'on appelle les Gbagbo-ouriens, rattachés à la personne de M. Laurent Gbagbo, ceux qui suivent M. Affi-N'Guessan, et un autre courant, certainement, qui va naître autour de Mme Simone Gbagbo. Deuxième question que vous posez, c'est l'alliance possible avec le PDCI-RDA. Idéologiquement, cette alliance n'a pas de sens. Mais dans le contexte ivoirien où tout est possible, où les alliances se font pour des buts purement électoraux, il est évident que à l'approche de 2025, on ait une véritable alliance entre M. Laurent Gbagbo et M. Henri Konan Bédié, et c'est possible. Troisième question, la rencontre avec M. Alassane Ouattara. En principe, dans une démocratie, ils devraient se rencontrer de temps en temps sur les grandes thématiques de l'actualité politique, sociale et économique. Mais j'aimerais finir par faire une analyse. Est-ce que l'arrivée de M. Laurent Gbagbo peut contribuer réellement à renforcer le dialogue politique, la réconciliation nationale? Et comme le disait tout à l'heure Séverin Kwame, la rhétorique de la réconciliation nationale est vide de sens, en ce sens que conceptuellement on ne sait pas à quoi ça revient. Mais je ne pense pas que M. Laurent Gbagbo, M. Henri Konan Bédié et M. Alassane Ouattara aient les moyens idéologiques et politiques pour réconcilier les Ivoiriens. Parce que tout simplement, on ne peut pas être après avoir été. Pendant 30 ans, ils ont eu l'occasion de montrer ce qu'ils savent faire. Et ce qu'ils savent faire, c'est la belligérance politique. Vous voyez, depuis 30 ans, qu'est-ce qu'on a connu? Un coup d'État, des élections calamiteuses, une rébellion, avec une quasi-guerre civile en 2011. Mais c'est le PDCI, c'est le FPI, c'est le RDA aujourd'hui, RHDP, qui depuis ces 3 décennies gouverne la Côte d'Ivoire. Et donc je crois que M. Gbagbo, M. Ouattara et M. Bédié peuvent apporter la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Sur le plan politique, je reste sceptique, d'où la pertinence d'une 4e voie qui pourrait peut-être venir de la société civile. Docteur Séverin Kwame, sur les défis qui se présentent aujourd'hui à Laurent Gbagbo, l'unité de son parti, l'alliance avec le PDCI, le dialogue avec le chef de l'État et puis bien entendu la question de la réconciliation? Oui, je pense qu'il a le mérite d'être revenu et le temps long de son agenda nous permettra de voir de quoi tout cela retourne. Je suis certain que ce sont des questions qui occupent son agenda politique et sur lesquelles il va certainement plancher. Sur la question du dialogue, à la vérité, rien ne fait obligation à ces 3 personnes de se parler, si ce n'est une vision partagée d'une Côte d'Ivoire apaisée, d'une Côte d'Ivoire dans laquelle le jeu politique ne doit plus faire peur. Et là-dessus, je pense qu'il est de la responsabilité de tous, non pas seulement de ces 3 personnes, parce que on a tendance dans ce pays à reléguer tout à ces 3 personnes-là, aux politiques, alors que il est de la responsabilité de tous, justement, d'être partie prenante à ce dialogue sociétal, en fait. J'aime à le dire, mais on est en obligation de renégocier un nouveau contrat social avec le politique, mais avec toutes les autres instances de notre vie. Donc là-dessus, avoir juste le regard tourné vers ces 3 personnes et espérer que tout ira, comme Julien l'a dit, on est dans la pratique politique de la belligérance constante, donc ça ne va pas changer. Vous voyez, on est dans l'art de la quasi-défiance. Pendant presque 5 à 10 ans, M. Ouattara n'a jamais prononcé explicitement le nom de M. Laurent Gbagbo. On l'a vu pendant la campagne électorale de 2010, la sentence que M. Gbagbo a prononcée concernant M. Ouattara. Voilà, donc ce sont des choses qui laissent établir qu'on est face à des égos qui se confrontent et qui ont du mal à s'articuler. On ne construit pas un pays avec des égos, on construit un pays avec des règles qu'on laisse, on construit un pays avec du consensus. Donc tant que nous serons dans ce débat d'égos, rien n'ira.
Donc il est important aussi que la sagesse habite ces personnes et on espère que voilà, ils sont presque tous octogénaires. J'ose espérer que c'est des personnes suffisamment sages pour comprendre qu'à un certain moment, il faut réfléchir à ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de la nation. Et l'intérêt supérieur de la nation commande qu'on épuise tous les contentieux qui sont restés pendants. Et l'un des contentieux sur lesquels il y a un gros enjeu, c'est la question du consensus sur les règles du jeu électoral. Parce que tout ce qu'on connaît aujourd'hui, mais a pour substance ce débat-là. Est-ce qu'on est d'accord sur les règles du jeu? Est-ce qu'on est d'accord sur comment on choisit ceux qui doivent nous diriger? Est-ce qu'on est d'accord sur les procédures qui existent pour gérer les contentieux électoraux? De sorte qu'on ne soit pas obligé, comme en 2010-2011, à recourir à la force pour gérer un contentieux banalement électoral. Donc là-dessus, je crois qu'il est de responsabilité aussi de tous. Julien l'a dit, il faut aussi que la société civile donne de la voix. Il faut aussi que ceux qu'on appelle intellectuels donnent de la voix. Il faut aussi que monsieur tout le monde donne de la voix. Parce que là-dessus aussi, il faut se rendre compte qu'il y a une fatigue collective. Vous voyez, aujourd'hui, il y a toute une génération qui est une génération de la crise, qui ne connaît que la belligérance politique, qui est née, qui a vécu dans cette belligérance constante. On ne peut pas laisser ça comme héritage à nos enfants. Donc là-dessus, il est important qu'à un certain moment, on mette les uns et les autres face à la responsabilité. S'ils ne veulent pas l'assumer, il faudra une alternative. Et malheureusement, lorsque la sagesse, lorsque la conciliation, lorsque le minimum de conciliation n'existe pas, parfois c'est brutal. Et j'ose espérer qu'on n'en arrivera pas à cette extrémité brutale pour obliger ces personnes-là à se mettre d'accord sur le minimum. Sur l'unité du FPI, vous voyez le tricéphalisme comme... Vous voyez, dans l'histoire politique des nations, les partis naissent, grandissent, se disloquent, etc. C'est des choses qui sont dans l'ordre normal de l'existence politique. Donc là-dessus, que le FPI se divise et autres, c'est dans l'ordre normal. Quand on n'est pas en capacité de se réinventer de l'intérieur, ça arrive, ces choses-là. Maintenant, rien n'empêche la tendance dite Afin-Guessan de prendre son chemin. Voilà, ils peuvent prendre d'autres colorations. Madame Gbagbo a toutes ses chances. Monsieur Afi a toutes ses chances. Monsieur Gbagbo a toutes ses chances. Donc là-dessus, moi, je reste convaincu que ce n'est pas l'unité du FPI qui sauvera la Côte d'Ivoire. Ça peut rester un agenda politique pour M. Gbagbo, mais ce n'est pas ce qui va sauver la Côte d'Ivoire du chaos. Ce qui va sauver la Côte d'Ivoire du chaos, c'est la capacité justement de ce personnel politique à s'accorder sur le minimum. Alors, dernière question sur le retour de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous voyez M. Gbagbo, M. Ouattara, M. Bédié être candidat en 2025 ou, comme certains le préconisent, une réforme de la Constitution pour mettre un âge plafond pour peut-être éliminer ces trois candidats qui cristallisent l'opinion politique depuis 30 ans déjà? D'abord, il faut éviter l'instrumentalisation de la Constitution à des fins personnelles. La Constitution, c'est un norme juridique. C'est ce à quoi on assiste. Oui, mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. En tant qu'analyste politique, je pense que sauf cataclysme, nous assisterons au retour de 2010 en 2025. Je ne vois pas comment M. Ouattara ne pourra pas être candidat en 2025. Je ne vois pas comment M. Bédié ne pourra pas être candidat en 2025. Et M. Laurent Gbagbo sera candidat en 2025. Un des membres influents de la jeunesse du FPI l'a dit clairement. Il dit notre candidat en 2025, ce sera M. Laurent Gbagbo. Vous voyez. Et donc là, nous sommes partis pour que ces trois personnalités-là soient dans la course. Maintenant, si la Constitution leur permet d'être candidats, et elle leur permet d'ailleurs de l'être, maintenant, il faut créer les conditions démocratiques d'une véritable alternance. Le cadre juridique, le cadre institutionnel et le cadre opérationnel des élections doivent permettre l'émergence d'une nouvelle élite politique pouvant conduire, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire autrement. Je pense qu'après 30 ans, on ne peut pas être après avoir été. Mais cette nouvelle élite que vous appelez de tous vos voeux, on ne la voit pas, on ne la sent pas. Elle se range toujours du côté de... Et là, vous abordez une question importante. Ouais. Et ça m'amène à dire ce que je dis toujours. Vous savez, pour faire de la politique, il faut d'abord de la visibilité. Le casting politique se fait par la visibilité. Et la visibilité, dans une démocratie, ce sont les médias. Regardez aujourd'hui en France. Pour une bonne partie de l'opinion publique, M. Éric Zemmour est bien parti pour succéder à M. Emmanuel Macron. Nous sommes déjà dans les sondages. Mais pourquoi? Mais parce que M. Éric Zemmour, c'est un intellectuel français, un journaliste, écrivain, essayiste. Mais tous les jours que Dieu fait, M. Éric Zemmour est sur les plateaux de télévision, dans les studios de radio, il fait la une des journaux pour promouvoir ses idées, parce qu'il a des idées.
C'est un porteur d'idées, hein, c'est un créateur d'idées. Et donc, à force de faire la promotion des idées de M. Éric Zemmour, il devient visible. Et lorsque vous êtes visible, vous devenez audible. Et lorsque vous devenez audible, vous devenez crédible. Donc la trilogie visibilité, audibilité et crédibilité est très importante. Le problème chez nous ici en Côte d'Ivoire, c'est que ce sont ces trois personnes et ces trois partis qui sont extrêmement visibles. Pourquoi voulez-vous que les Ivoiriens découvrent d'autres intelligences si ils ne les voient jamais? Il faut se faire voir. Non, attention, les Ivoiriens sont là, les intellectuels sont là, ils écrivent, allez dans les librairies. Moi je connais des Ivoiriens, des intellectuels qui écrivent au moins 2 livres par an, et non des moindres. Mais personne ne les voit. Mais c'est à la presse d'aller vers ces gens-là. C'est pas aux gens d'aller. Quand M. Éric Zemmour, M. Bernard-Henri Lévy ou bien M. Jacques Attali sortent des ouvrages, ce sont les journalistes qui vont vers eux, qui en font la promotion. Ce sont les journalistes qui leur donnent toujours la parole, le plateau. Et là, je vous félicite parce que c'est ce que vous savez faire le mieux ici, c'est de partager la parole et aux politiques et aux intellectuels. Et donc, tant qu'on n'aura pas des gens visibles, on ne pourra pas créer une véritable alternance. Docteur Séverin Kwame, sur 2025, avec les mêmes candidats que l'on a eu en 2010. Oui, je ne sais pas si vous avez fait attention à une des notions que j'ai évoquées tout à l'heure. Hein. Je parlais de brutalité du changement. Sincèrement, je reste convaincu que si la donne sociopolitique n'évolue pas, on peut connaître des scénarios à la malienne où quelque chose de pas souhaitable peut se passer. Et donc là-dessus, j'invite les uns et les autres à avoir conscience de cela. Parce que, à la vérité, vous voyez, les gens ont le sentiment d'être soutenus, mais lorsque ces choses-là arrivent, on l'a vu en 99. Donc quand ces choses arrivent, cette fatigue devient une forme de défouloir. C'est comme si les gens poussent un ouf de soulagement. Parce qu'aujourd'hui, une bonne partie de la population a le sentiment de ne pas avoir les moyens d'aller contre ce process-là, contre cette caporalisation de nos intelligences, de nos énergies par cette triade-là. C'est même plus une triade, c'est un quatuor maintenant. Donc là-dessus, il est important justement que les gens se rendent compte qu'ils ont le sentiment d'être soutenus, surtout quand on a les leviers du pouvoir en main, quand on a les ressources publiques en main. Ce n'est pas mon souhait pour mon pays, mais on ne sait jamais parce que cette fatigue-là peut générer d'autres types de ressorts, peut générer d'autres types de réactions qu'on n'attend pas toujours. Donc là-dessus, je pense que voilà, tout est possible, tous les schémas sont ouverts. Il faut que nos hommes politiques aient l'intelligence de comprendre cela. Vous suivez Regard croisé sur l'actualité, votre émission de rétrospective de l'actualité de la semaine. La Côte d'Ivoire donc fait face depuis quelques moments à des attaques dans les régions du Bunkani et du Tchologo. Et la dernière en date est celle subie par une patrouille de reconnaissance des forces armées à Téini. Bilan 3 morts du côté des forces de défense et de sécurité. Et l'attaque cette fois-ci s'est faite sous forme d'embuscade avec usage d'engins explosifs improvisés. Alors, doit-on s'inquiéter de cette tentative de pénétration des terroristes en Côte d'Ivoire? Écoutez la réponse d'Arthur Banga. Il est enseignant-chercheur et spécialiste en relations internationales et en histoire des stratégies militaires à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. On est passé à une autre phase. Déjà, il faut rappeler qu'il y avait eu 2 attaques précédentes à l'IED qui n'avaient pas été des succès, tout simplement parce que les groupes semblaient ne pas encore avoir la technique nécessaire pour le faire. Là, ils viennent de démontrer qu'ils ont maintenant ce savoir-faire. En général, ils déclenchent des détonateurs à partir d'une position. Ça a été beaucoup utilisé en Afghanistan et c'est des choses classiques. Un bon bac en électronique ou en chimie que vous produisez ce genre d'explosifs de façon très très banale. C'est très artisanal, c'est peu sophistiqué, mais très dangereux. En fait, lorsque vous ne pouvez pas mener une attaque frontale ou quand vous voulez ralentir la riposte ou l'arrivée de renforts, vous utilisez ce genre d'explosif de l'engin que vous visez, vous appuyez sur la bombe et ça déclenche. Eux, l'objectif qu'ils veulent, c'est harceler les troupes, ne pas leur permettre d'aller en dehors de leur camp, c'est-à-dire ne pas leur permettre de patrouiller et de monter une présence militaire. Et en cas d'attaque d'un lieu, ralentir la progression des forces qui doivent venir porter secours ou apporter des renforts. Sont-ils dans l'objectif de faire une descente vers le littoral? Oui, c'est un objectif à long terme, je dirais. Actuellement, je pense, quand on voit leur procédé, ils ont plus l'idée de s'infiltrer dans le parc de la Comorée pour, à partir de là, justement, pouvoir préparer d'autres opérations plus au sud. Alors, messieurs, êtes-vous inquiet pour le nord de la Côte d'Ivoire qui fait face à des infiltrations terroristes meurtrières?
Séverin Kwame. Inquiet pas seulement pour le Nord, inquiet pour la Côte d'Ivoire, inquiet pour la sous-région. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la cartographie de la présence de ces groupes, elles ont essaimé la quasi-totalité des pays de la sous-région. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a pas juste à s'inquiéter pour le Nord, il y a à s'inquiéter pour toute la Côte d'Ivoire et pour toute la sous-région. L'autre chose, c'est que vous voyez, récemment, le Quai d'Orsay français a produit une cartographie de leur perception du risque sécuritaire. Et cette cartographie se superpose à quoi? À la cartographie de la pauvreté en Côte d'Ivoire. Les zones en rouge, les zones en jaune orangé, etc., c'est les zones où le niveau de pauvreté est élevé. Lorsqu'insécurité, pauvreté se conjuguent, c'est un cocktail qui est détonnant. J'étais en mission récemment dans cette région. Une bonne partie de ces jeunes là-bas n'ont pas d'alternative économique, n'ont pas d'alternative de vie tout court. Face à de l'anacarde qui ne s'achète plus, face à une pression foncière importante, face à un certain nombre de choses. Mais ces groupes-là constituent une alternative. On l'a vu ici à Abidjan. Lorsqu'on n'a pas d'alternative, on a le sentiment de ne pas avoir d'alternative. Mais la gangstérisation, le lien avec l'économie criminelle devient une opportunité. Donc là-dessus, il faut avoir peur. Il faut avoir peur parce que, voilà, on ne peut pas ignorer que ces zones sont des zones de vulnérabilité, sont des zones de précarité. Et donc, si justement ces groupes réussissent à prendre pied et à avoir un ancrage territorial, Arthur Banga parlait tout à l'heure justement du contrôle de la Comore, mais s'ils s'infiltrent cet espace, qu'est-ce qu'on a comme ressources pour les en déloger? C'est une zone riche, riche de tout, son sous-sol, son sol, etc. Mais on aura là un califat économique qui va leur permettre de rayonner partout. Donc là-dessus, il est important que la force publique ait conscience de ce que on ne doit pas se précipiter dans la réponse. On doit construire durablement la réponse, non pas seul, mais en interaction avec tous les autres pays de la sous-région. Mais aussi comprendre que la réponse n'est pas que sécuritaire. C'est une réponse qui doit être holistique. Aujourd'hui, moi, je questionne beaucoup de choses parce que l'élément premier sur lequel on table, c'est moins la religion qu'autre chose. Donc, alors qu'on nous parle de terrorisme djihadiste. Donc, il y a tout un ensemble de complexités là qu'il faut comprendre. Et il est important qu'on ait la compréhension suffisante pour agir. Ça reste notre credo. Tant qu'il n'y a pas une compréhension suffisante de ce qui se passe, l'action sera toujours une action réactive. Et eux, ils ont une longueur d'avance. C'est nous qui sommes dans la réaction. Eux, ils sont dans l'action. Donc là-dessus, il est important que nos sécurocrates, nos stratèges, nos sociologues, nos anthropologues, nos islamologues, tout ce beau monde-là comprennent que nous sommes des sociétés à risque. Ce n'est pas que le Nord, c'est partout. Déjà, voilà, on sait qu'ils ont des cellules dormantes partout. Donc là-dessus, il est important de prendre le temps de comprendre et ne pas agir dans la précipitation. Geoffroy Julien Kao, est-ce que notre système de défense et de sécurité est adapté à ce type de menace? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas. C'est une guerre asymétrique. L'ennemi est invisible et il est pluriel. Nos armées nationales ne peuvent pas apporter de réponse. Regardez un peu ce qui se passe au Nigeria. Le Nigeria, c'est la plus grande puissance économique et militaire de l'Afrique de l'Ouest. Mais le Nigeria n'arrive pas à faire en face à Boko Haram sur son propre sol. Regardez le Mali aujourd'hui, c'est un État failli. Le Burkina également. Et donc, à l'observation, nos États n'ont pas les moyens militaires de lutte contre le terrorisme. D'où la pertinence d'un nouveau paradigme en termes de solutions. Je pense que la CEDEAO, c'est 15 États. Et pourquoi ne pas anticiper cela par une fédération militaire? Pourquoi ne pas créer une armée unique, sous commandement unique de la CEDEAO? Évidemment, en termes logistiques, en termes financiers, ce serait bien. Parce que n'oublions pas que l'armée française s'en va. L'opération Barkhane, c'est fini. Vous savez très bien que l'opération Barkhane, c'est 1 milliard de francs CFA par jour en termes de dépenses. Ça fait 365 milliards par an. Lequel de nos budgets nationaux en Afrique de l'Ouest peut répondre à une telle exigence économique et financière? Non, ça n'existe pas. Donc c'est l'occasion d'anticiper, n'est-ce pas, l'Union ouest-africaine en créant une armée unique sous contrôle unique. Évidemment, en le disant, je ne suis pas dans une dynamique utopiste. Non, c'est de la réalité. Il nous faut avoir des armées assez fortes. La volonté politique doit accompagner cette dynamique de lutter contre le terrorisme. Et je pense que la Côte d'Ivoire seule ne peut pas, le Mali seul ne peut pas, le Burkina seul ne peut pas, le Nigeria ne peut pas. Et c'est là aussi l'intelligence politique, c'est l'anticipation. Parce que si nous nous prenons garde, la France est désengagée.
Qui d'autre peut, au niveau des puissances occidentales, s'engager réellement pour sauver l'Afrique de l'Ouest? Je ne vois pas. On parle de la Russie, on parle de la Turquie. Ce ne sont pas des États qui ont des ambitions géopolitiques leur permettant de s'installer dans la durée dans une lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Mais pourquoi ces attaques que la Côte d'Ivoire subit ne sont jamais revendiquées? Docteur Séverin Kwame, est-ce qu'on ne pourrait pas l'assimiler à du banditisme, notamment lié à l'orpaillage clandestin? Non. En soi, le mode opératoire est une signature. Les spécialistes de ces questions sont en capacité de décrypter sur la simple base du mode opératoire de qui il s'agit. Donc la revendication médiatique n'est pas la seule voie de revendication. Ils savent que, en face d'eux, tous les analystes savent de qui il s'agit. Donc là-dessus, on ne parle pas et on agit. Vous suivez Regard croisé sur l'actualité, votre émission de rétrospective de l'actualité de la semaine. Semaine marquée par les récentes arrestations opérées au sein de l'AGEF, l'Agence de gestion foncière, une société anonyme à participation financière publique. Serait-ce le début d'une opération main propre? Voici ce qu'en pense Dr Christophe Kwame. Il est le président de Civis Côte d'Ivoire, une ONG qui s'est spécialisée dans le contrôle citoyen de l'action publique. En tant que membre de la société civile travaillant sur la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, nous nous félicitons que l'administration publique ivoirienne fasse de la transparence et de la lutte contre la corruption une priorité et s'engage aujourd'hui à lancer des procès contre les détournements de fonds publics. Si vous analysez le processus enclenché depuis 2012, date à laquelle le gouvernement ivoirien a signé les conventions des Nations Unies de lutte contre la corruption et dans la même année la convention de l'Union africaine contre la corruption, la haute autorité pour la bonne gouvernance qui était chargée de la lutte contre la corruption et de la prévention a lancé un programme qui, pour la première année, était de la sensibilisation, la deuxième année, la troisième année était de la détection. Et dernièrement, le président de cette institution, M. Ngolo, que nous avons dans une première partie fait la sensibilisation, nous avons dans une deuxième partie fait la détection et maintenant nous passons à la répression. Donc pour tous ceux qui sont proches des dossiers de la transparence de la vie publique, cela ne nous surprend pas parce que c'était l'ordre normal du processus. La troisième partie du processus, c'était les arrestations. Mais pour cela déjà, nous nous félicitons de ce qui a commencé en Côte d'Ivoire. Messieurs, je suis tenté de vous poser la même question. Est-ce le début d'une opération main propre en Côte d'Ivoire? Oh non. Ce qui est à saluer, c'est d'abord la volonté politique. Et regardez bien, en sus de l'autorité pour la bonne gouvernance, l'État de Côte d'Ivoire, dans le cadre institutionnel, a créé un ministère chargé spécialement de la question et confié à un ancien magistrat qui fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités. Et donc la volonté politique affichée, on passe maintenant aux actes. Évidemment, la personne concernée bénéficie de la présomption d'innocence, mais déjà c'est un bon signal envoyé aux uns et aux autres. Parce que vous savez, la corruption, c'est un fléau, c'est un cancer. Parce que ça sape tous les fondamentaux de l'État. D'abord, la corruption sape le casting administratif, politique et intellectuel. Prenons par exemple le recrutement des fonctionnaires. La corruption fait qu'on n'a pas les bons éléments qu'il faut. Vous comprenez? Ça sape l'économie. Parce que la corruption fait que les investisseurs n'arrivent pas à avoir la plus-value qu'ils espéraient en faisant les affaires. Vous voyez, au niveau de la justice, la corruption fait que, évidemment, l'impunité prospère. Au niveau politique, ça sape la bonne gouvernance. Et donc, la lutte contre la corruption devrait être une véritable priorité. Et je pense que là, le gouvernement est sur la bonne voie. Ce sont des mesures à saluer. Et le gouvernement doit continuer dans cette dynamique. Docteur Séverin Kwame. Vous savez, c'est véritablement un travail de longue haleine, comme l'a dit Geoffroy. C'est même toute une éducation au civisme. Et donc là-dessus, effectivement, s'il y a quelques actes qui peuvent rassurer l'opinion de ce qu'il y a une tentative, c'est tant mieux. Mais vu d'en bas, je reste convaincu qu'une bonne partie de la population n'y croit pas. Vous voyez, quand on voit notre système politique, où justement, quand on accède au pouvoir, on est tellement redevable de tant de choses à tellement de personnes, que finalement, ceux-là même qu'on promeut à certains postes finissent par se sentir intouchables. Ça devient compliqué.
Si aujourd'hui le gouvernement Ouattara estime qu'elle a les mains suffisamment libres pour faire ce travail d'assainissement, c'est tant mieux, parce que la demande sociale, malgré, vous voyez, on a une société qui est à l'image de ce que lui renvoie son élite politique. Donc là-dessus, lorsque les gens ont le sentiment que oui, effectivement, il y a un effort qui se fait à un certain niveau pour que ce type de comportement ne persiste pas, c'est tant mieux. Ça peut faire école. Mais là-dessus, je reste assez peu optimiste parce que voilà, il y a les effets d'annonce. Et puis, bon, ce que ça peut changer dans notre quotidien, ce n'est pas évident. Donc là-dessus, effectivement, bon, ok, ils sont arrêtés, ils vont passer en jugement, il y a certainement peut-être un dossier solide, mais nous espérons que ça n'aura pas le sort de ce qu'on a connu ici comme dossier en béton, qui finissent par être finalement des pétards mouillés, quoi. D'accord. Alors, le BPC session 2021 fait couler beaucoup d'encre et de salive. Des dysfonctionnements ont été constatés notamment après qu'un exercice portant sur un chapitre retiré du programme scolaire ait été proposé aux élèves. Les candidats ont dû recomposer dans l'épreuve écrite de physique-chimie mercredi dernier. Là-dessus, je vous propose d'écouter quelques avis d'élèves et de parents d'élèves dans ce micro-trottoir réalisé par Linda Ballier. Moi, ça me dérange parce qu'on a peur de pas que ça soit trop dur, plus qu'avant. Je pense que ça nous arrange parce qu'on nous avait dit que quand ils ont donné une épreuve, on ne veut plus reprendre. Donc, quand ils nous ont dit qu'on peut reprendre parce qu'on n'a pas fait, ça nous a arrangé. Moi, je n'étais pas contente parce qu'elle avait déjà bien fait le devoir. C'est pas à cause de 3 points qui vont annuler complètement le devoir. On pourrait juste supprimer la partie et repartir le point qui est là avec le reste des exercices. Ça nous arrange parce que lorsque on était en train de traiter l'épreuve, bizarrement, nous n'avons rien fait. Si on devait rester, nous n'allons pas avoir de bonnes notes. Moi, je suis contente parce que ça va me permettre de me rattraper et puis de réviser encore plus. J'étais vraiment bouleversée après ce devoir-là parce que quand j'ai vu, j'ai perdu toutes les émotions. J'avais plus d'espoir en moi. Mais après, quand ils ont dit au final qu'ils vont reprendre, j'étais vraiment contente parce que je voyais qu'il n'allait pas avoir une bonne note. Ça allait vraiment me faire mal. C'est une bonne décision. C'est vrai que ça va perturber un peu les élèves, mais vu que le cours n'était pas au programme, comment les juger? Donc s'ils reprennent, je pense que ça va mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et puis on pourra juger la vraie valeur des élèves. La reprise de l'épreuve de physique-chimie en tant que telle ne pose pas de problème dès lors que l'administration de l'examen s'est rendue compte qu'il y a erreur. Donc il faut rendre justice pour l'équité. Mais il est quand même inadmissible qu'il puisse y avoir des chapitres qui ne soient plus au programme dans un sujet d'examen national. Je trouve ça inacceptable parce que le choix d'un sujet, d'un examen national suit une procédure. Quelqu'un ne se lève pas comme ça pour tirer le sujet au choix. Je suppose qu'il y a une commission de validation des sujets. Alors, messieurs, on a entendu les élèves qui ont composé au BPC. Les avis sont très partagés. Mais comment comprendre qu'un sujet qui n'ait pas été au programme soit proposé aux élèves lors de l'examen? Et on s'est rendu compte aussi que même en mathématiques, il y a un sujet qui a été retiré parce que, voilà, n'ayant pas fait partie du programme. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce type de dysfonctionnement? Bon, à l'évidence, il y a un problème de casting au niveau du personnel. C'est une faute administrative, c'est une faute de service. Évidemment, espérons qu'il aura les conséquences souhaitées par les uns et les autres. Mais si vous remarquez bien, tout ceci est symptomatique de l'état de santé de notre système scolaire. N'oubliez pas qu'au début de l'année, l'actualité était focalisée sur les fautes élémentaires et graves dans les manuels scolaires. Et l'année se termine par ce cafouillage-là au niveau de l'épreuve de BEPC. Donc, ce qui a mal commencé, c'est mal terminé. Voilà. Pour être vraiment sérieux, il faut situer les responsabilités. On ne peut pas continuer ainsi. D'abord, moi, j'aurais voulu qu'on reprenne totalement l'examen. Mais ça n'a pas été le cas. Bon. Mais il faut situer les responsabilités. Et il faudrait que les résultats des enquêtes qui seront menées soient connus du public. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, on aime les nominations. Mais on n'aime pas les responsabilités qui vont avec. Lorsque vous êtes directeur d'une société, vous devez être le dernier, en principe, à quitter le bureau. Le premier à y être. Vous voyez? Alors, quel est le rôle d'un ministre? Le rôle d'un ministre est d'envoyer ses parents pour saluer le nommant, pour rendre hommage au nommant chaque jour. Mais c'est d'être au bureau. C'est de voir. Certes, il y a une commission, ou bien des commissions. Mais la dernière personnalité à vérifier tout cela, ce doit être le ministre. Ce ne sont pas des responsabilités. C'est pourquoi ils sont chèrement payés. Parce qu'il y a des responsabilités qui vont avec la fonction. On ne peut pas venir me dire que non, le directeur a mal travaillé ceci. Non. Mais et le ministre? Quel est son rôle?
Surtout qu'il y a eu une première faute. On devait prendre toutes les mesures pour ne pas que ça arrive. Mais attendez, monsieur Kanté, est-ce que vous et moi, nous connaissons le directeur des concours et autres, etc., et le personnel qui doit travailler et autres? Nous connaissons que le ministre. Et donc ça, c'est une faute administrative, c'est une faute politique. Ça discrédite cet examen. Et ça mérite des sanctions. Et ça mérite des sanctions. Surtout que notre école ne va pas bien. Les derniers résultats l'ont montré. Et d'ailleurs, quand le nouveau ministre est venu, elle a parlé des états généraux, tout ça. Mais il fallait commencer par là. Être vigilant. Je pense que l'examen du bac arrive, c'est ça, le baccalauréat. Le ministère doit être plus vigilant. Docteur Séverin Kwame, ces dysfonctionnements sont inacceptables? Oui, normalement, dans tout État qui se respecte. Mais c'est clair aussi que l'erreur est humaine. Il faut comprendre ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, communiquer là-dessus et voir justement les mesures à prendre. Vous voyez, à un certain moment, il faut justement ce nécessaire état des lieux. Quand une machine rentre dans l'habitude, dans la routine, elle finit par se scléroser. Moi, j'ai le sentiment que c'est un peu ce qui s'est passé. Le dispositif fonctionne depuis quelques années. Il est devenu très routinier. Et plus la routine s'installe, peut-être que la vigilance aussi commence par faire défaut. Donc là-dessus, il est important. Mais je reste convaincu avec Geoffroy que la question de l'éducation, la question de la santé, la question de la sécurité sont des éléments essentiels dans la vie de notre nation, sur lesquels il faut à un certain moment que l'offre politique telle qu'elle est déclinée actuellement soit beaucoup plus responsable pour dire, il faut qu'on se réinvente différemment. Là-dessus, parce que aujourd'hui, on accumule un certain nombre de difficultés qui font que l'Ivoirien lambda ne croit plus en l'école. L'Ivoirien lambda ne croit plus en l'hôpital. On l'a vu, il y a eu tout le scandale avec les sages-femmes, avec tous ces enfants de simples couveuses qu'on ne retrouve pas. C'est la question aussi de la sécurité. On a des forces spéciales, mais on a des terroristes qui viennent et qui rentrent comme du beurre. On a le témoignage des gens qui habitent les autres, qui sont attaqués à Kaflou. Mais tout ça questionne. Est-ce qu'on a un dispositif qui est efficace? Mais là-dessus aussi, je crois que notre schéma politique est malheureusement le problème. Vous voyez, on ne se sent pas en légitimité de questionner ce qui est fait et qui n'est pas bien fait. Mais il faut le faire parce que c'est pas nous, en tant qu'électeurs, qui nous déplaçons un jour de vote sous le soleil ou la pluie pour jeter notre voix dans l'urne, etc. À un certain moment, il faut qu'on nous rende des comptes. Il faut qu'on écoute sur la base de tous ces problèmes parce que ce qui se passe là est symptomatique d'un système plus global, d'une administration qui a besoin aujourd'hui de se réinventer, d'une administration qui a besoin aussi de se sentir redevable à minima parce que c'est nos impôts, etc., qui contribuent à faire passer la machine. Donc, si justement les gens ne se sentent pas redevables de nous, il faut à un certain moment aussi qu'on leur dise, qu'est-ce qui ne va pas? Mais pour ça, il faut qu'on sorte de l'idolâtrie politique. C'est pas parce que j'ai été électeur de M. Ouattara que je ne suis pas en droit de demander des comptes à l'administration Ouattara. Là-dessus, il faut justement qu'on ne soit pas aussi dans la justification tout azimut. Vous voyez, c'est la praxis aujourd'hui. On dit, mais les autres ont fait pire. Mais les autres ont fait pire, mais ils ne sont plus là. Et quand ils ont fait pire, il y a eu l'alternance. Voilà. Donc là-dessus, je pense aussi qu'il faut un peu d'humilité de la part de ceux qui nous gouvernent pour qu'ils nous rendent compte de ce qui ne va pas. Et qu'ensemble, on puisse aussi les aider. Parce que 40 ministres ou 50 ministres, ce n'est pas les seules intelligences qui existent. Il faut aussi qu'à un certain moment, on se dise, on est face à différents enjeux, mais il faut ouvrir l'espace pour dire, réfléchissons ensemble. C'est ça aussi gouverner. C'est ouvrir l'espace pour que les autres compétences puissent aider. Bien, messieurs, regard croisé sur l'actualité tire vers la fin. Je voudrais juste que vous commentiez ces deux actualités, mais très rapidement, très brièvement. Le procureur de la République a requis la prison à vie contre Guillaume Soro dans l'affaire de complot contre l'autorité de l'État. Geoffroy Julien Kouarou. On attend. Mais ce qui est extrêmement difficile, c'est que en Côte d'Ivoire, depuis 1990, il n'est pas bon d'être opposant. Vous voyez, depuis 1990, si vous remarquez bien, si vous faites une lecture politique, tous les opposants ont été en prison ou ont été contraints de s'exiler. Et ça ne donne pas une bonne image. Nous devenons la République des procès politiques. Chaque fois que vous avez des ambitions politiques, que vous êtes dans la contradiction avec le pouvoir, votre destin, c'est l'exil ou la prison. Ça ne donne pas une bonne image. C'est pourquoi je suis sceptique quant à la
capacité de cette classe politique ivoirienne à changer les fondamentaux de notre société. Nous attendons, nous allons voir. Mais bon, vous savez, ce sont les mêmes. M. Soro Guillaume est un acteur politique majeur. Vous voyez, il a eu le temps quand même de gouverner la Côte d'Ivoire à un certain niveau. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on ait une république où les droits sont respectés, où les institutions fonctionnent normalement, etc. Parce qu'il ne faut pas attendre d'être dans l'opposition pour disqualifier ces institutions-là, dont on a eu la charge. Est-ce que vous voyez? Il faut faire un effort pour construire un état de droit. En Côte d'Ivoire, les gens ne sont démocrates que lorsqu'ils sont dans l'opposition. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, ils ne font rien pour améliorer de façon démocratique nos institutions. Le président Ouattara a procédé aujourd'hui à la nomination des 12 ministres gouverneurs à la tête des 12 districts qui ont été créés dernièrement au Conseil des ministres. Docteur Séverin Kwame. Vous voyez, il faut questionner leur utilité. On a déjà des sénateurs, on a des gouverneurs ministres, comment tout ça on a des préfets, on a des conseils régionaux. On a des conseils, comment tout ça s'articule. Est-ce que c'est bénéfique? Je pense qu'à un certain moment aussi, il faut faire une évaluation. Je crois que les strapontins pour récompenser des proches à qui on ne sait plus quoi donner comme récompense pour services rendus. C'est tous des anciens ministres. Voilà. Quelle est la compétence qu'ils n'ont pas eue? Voilà. Quelqu'un même demandait, mais si c'est ces postes de développement, pourquoi ne pas les élire? Donc, c'est compliqué tout ça. Sincèrement, vu d'en bas, ça questionne. Moi, je reviens à un constat simple. Aujourd'hui, vous descendez dans les rues, ici, juste à côté de vos bureaux. L'Ivoirien lambda, le citoyen lambda, il se questionne sur ce qu'il va manger. Il se questionne sur le coût de la scolarité de ses enfants. Il se questionne sur les prestations de santé. C'est ça aujourd'hui qui concerne les gens. Maintenant, est-ce que ces instances-là ont vocation à apporter réponse à ce type de préoccupation? Si c'est cela, c'est tant mieux. Mais j'ai de gros doutes. J'ai de gros doutes parce qu'on a des conseils régionaux, on a un certain nombre d'instances qui sont supposées apporter le développement. Mais vous arrivez dans des parties du pays où c'est des déserts en termes d'investissement. De nombreux maires n'ont pas encore reçu leur budget pour travailler. Et on crée encore d'autres postes de dépenses. Donc là-dessus, vous voyez, on est dans la mythification de nos élites, leur caractère infaillible et autres, et on est dans la justification tout azimut de tout. Est-ce qu'aujourd'hui, 2021, avec ce que nous connaissons comme défi, nécessité de recours à une gestion plus économe de nos ressources qui se font rares, est-ce que ces postes-là sont d'une nécessité stratégique? C'est une question. Peut-être politiquement. Oui, moi je pense que d'abord c'est la nature hybride de leur statut juridique. Ces districts-là sont à la fois des entités déconcentrées et des entités décentralisées. Et ça va poser un problème de compétence. D'abord avec les autorités déconcentrées, c'est-à-dire les préfectures, les sous-préfectures et autres. Et ensuite avec les entités décentralisées, les régions, les communes. À l'évidence, c'est une inflation institutionnelle. C'est une inflation institutionnelle. Et quand vous lisez bien les économistes, c'est ce qu'on appelle une économie extractive, c'est-à-dire beaucoup d'institutions peu productives en termes de développement social, économique et autres. Deuxième élément d'approche d'analyse, c'est le mode de désignation des animateurs de ces districts-là. Je pense que si nous sommes vraiment une démocratie, il faut savoir que c'est par l'élection qu'on a une légitimité. Et donc on devrait passer par l'élection. Leur donner seulement un statut d'entité autonome. En sus, ce sont les mêmes personnes qui reviennent. C'est pas bien. C'est vrai que le président de la République est le détenteur du pouvoir exécutif. À cet effet, c'est lui qui détermine et conduit la politique nationale. Évidemment, il peut penser que les districts peuvent apporter un plus dans le développement économique et social des populations. Donc, politiquement, ce n'est pas une faute. Politiquement, ce n'est pas une faute. Bien au contraire, c'est à l'épreuve qu'on verra. C'est peut-être une réussite. Mais vous avez vu tout à l'heure, vous avez dit, ce sont les anciens ministres, ce sont des personnes qu'on connaît. Il faut penser à de nouveaux visages. La bonne gouvernance, c'est ça aussi. Il faut penser à de nouveaux visages. Il faut toujours éviter que le clientélisme politique soit la base ou le moteur de la nomination. Et là, c'est l'une des fragilités de nos démocraties tropicales. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un activiste politique, c'est-à-dire au sens partisan du terme, vous n'avez pas droit à des nominations. Donc je pense que tout cela est symptomatique d'une gouvernance que nous devons revoir, pour ne pas employer le mot refonder.
qui lui aussi a montré toutes ses limites. Bien, merci beaucoup, messieurs. C'est la fin de ce premier numéro de Regard croisé sur l'actualité, votre émission de rétrospective de l'actualité de la semaine qui a été analysée, commentée, décortiquée par Geoffroy Julien Kwao, juriste et analyste politique, et Dr Séverin Kwame, enseignant-chercheur au département d'anthropologie et de sociologie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. J'ai bénéficié de la collaboration technique d'Antoine Kwasi. Merci et à la semaine prochaine. Regard croisé sur l'actualité. Revivez les moments forts de l'actualité de la semaine, analysés et commentés par deux invités. Actualité politique, actualité socio-économique, des faits de société passés au scanner par nos invités de la semaine. Regard croisé sur l'actualité, c'est la rétrospective des faits marquants de l'actualité, décryptés et décortiqués par deux regards, deux visions. Regard croisé sur l'actualité, c'est tous les samedis après le journal de 9h. Rediffusion le même samedi à 19h et le dimanche après le journal de 8h. Regard croisé sur l'actualité, conception et présentation, Ousmane Kanté. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.